36. 36. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Je voulais simplement vous donner pour conseil comme vous avez l'habitude de couper vos micros, même couper vos caméras si vous n'êtes pas vous-même intervenant, de manière à laisser le plus possible de bande passante. Et puis, donc voilà, on est actuellement une trentaine de participants. Je vous propose de donner la parole à Odile Bégormer, vice-présidente de la Multipôle, pour l'introduction de ce webinaire pour ce matin. Odile, je te laisse la parole. Merci Thibaut. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir très très rapidement puisque j'ai regardé rapidement les participants. On s'accompagne ensemble sur ces webinaires et vous êtes nombreux en fait à participer pratiquement à la totalité de ces webinaires. Donc, il n'est pas question d'avoir des redites permanentes. Ce qui est important, c'est qu'on a capitalisé depuis 2013 et avant, lors de l'élaboration en fait du premier schéma de cohérence territoriale, un certain nombre de méthodes de travail, d'échanges de bonnes pratiques, et que dans le cadre de cette révision de Scott, il est impératif aujourd'hui qu'on continue en fait à surfer, je dirais, sur ces acquis et qui vont nous permettre de faire une révision adaptée en fait aux besoins qu'on a d'adapter le document sur lequel aujourd'hui nous travaillons dans le cadre des plans locaux d'urbanisme à l'échelle intercommunale ou dans les plans locaux d'urbanisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de documents au-dessus du schéma de cohérence territoriale ont été adoptés dernièrement. Je pense au Stradet en particulier, qu'un certain nombre de lois viennent aussi coiffer ce fameux Stradet et forcément notre document, et qu'on a absolument besoin aujourd'hui d'avancer dans cette révision. Aujourd'hui, le webinaire qui nous appelle, le diagnostic, les éléments en fait de diagnostic que nous avons besoin de partager, c'est tout ce qui est lié à l'habitat, et tout ce qui est lié à l'habitat, c'est également les problématiques de démographie sur notre territoire, puisque l'un est lié à l'autre, et évidemment l'organisation sociétale depuis 30 ans a largement évolué, et nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir répondre à ces nouveaux modes de vie. Juste vous rappeler, mais je pense que Philippe le fera aussi enfin, puisque c'est lui qui sera amené à faire un mot de conclusion. N'hésitez pas à utiliser la totalité des documents, des outils que nous mettons en place dans le cadre de la concertation, en particulier vis-à-vis de votre population, vis-à-vis de vos conseillers municipaux, vis-à-vis des associations avec lesquelles vous travaillez. On a impérativement besoin, tout au long de cette révision, de démontrer que nous associons plus largement et que les visions que nous pouvons partager ensemble correspondent et sont comprises en fait du plus grand nombre. Voilà, je vais laisser la parole à nos interlocuteurs, Scalen et puis le directeur du CAUE, qui vont être nos animateurs pour ce webinaire. Merci Odile. Donc la parole à Alexandra Poitvin de Scalen. Bonjour à toutes et tous, donc Alexandra Poitvin, directrice du pôle planification et projet à l'agence Scalen. Je suis très heureuse donc d'être l'animatrice de ce webinaire consacré à la démographie, l'habitat et l'urbanisme.
Je suis accompagnée de deux de mes collègues, Michael Klein, qui est chargé d'études planification, et Funmi Aminou, qui est directeur d'études programmation urbaine. Donc, dans une première séquence, Michael nous présentera la trajectoire passée et à venir du Sud 54 en matière de démographie et nous expliquera quelles sont les dynamiques de périurbanisation à l'œuvre et ses impacts sur le territoire du Sud 54. Dans une seconde séquence, Funmi nous parlera, lui, d'habitat. Il a choisi de nous présenter un zoom sur certaines problématiques rencontrées par le territoire. Et suite à ces deux séquences de présentation par l'agence Scalen, Marc Verdier, directeur du CAUE, évoquera entre autres la question du rêve pavillonnaire et du changement de paradigme qui émerge, mais aussi l'enjeu de la revitalisation des centres-bourgs et du long terme de demain qui se dessine aujourd'hui. Après chacune de ces séquences de présentation, à la fois par l'agence, mais aussi par le CAUE, on vous propose de répondre à quelques questions que vous pouvez nous poser via le chat. Les collaborateurs de la Multipôle en feront une sélection, mais transmettront de manière à ce que je puisse les poser aux intervenants. Et les vice-présidents en charge de cette thématique abordée aujourd'hui compléteront, interviendront donc à leur guise s'ils le souhaitent. Je vous propose donc de commencer par la première séquence avec Michael Klein, qui va aborder la question de la démographie. Michael, je te laisse faire le partage d'écran. Merci. Donc, l'objectif de cette première séquence de présentation par l'agence, c'est de vous transmettre les données clés en matière de démographie sur lesquelles vous appuyez pour définir le projet d'aménagement stratégique, donc le PAS qui remplace le PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable. Pour rappel, c'est sur cette base de votre ambition démographique décidée en 2010-2011 qu'ont été fixés les objectifs de production de logements et leur répartition territoriale par EPCI. Il nous apparaissait donc important pour vous de bien connaître les perspectives démographiques du Sud 54. Michael, pour la première question. En 2010, on savait que la démographie s'essoufflait, elle était à plus 0,2% par an, du fait d'un solde migratoire négatif et d'un solde naturel en baisse, malgré une croissance supérieure en fait à celle de la région qui à l'époque était de plus 0,17% par an. On avait une population qui était relativement jeune, un vieillissement de la population qui était annoncé. Michael, est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire qu'en est-il et quelle a été la trajectoire du Sud 54 ces 10 dernières années? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. En préambule, je vous propose de mentionner quelques chiffres clés de la démographie du Sud 54. Donc en 2016, le Sud 54 compte un peu plus de 560 000 habitants et 256 000 ménages. Le territoire, ça représente 77% de la population du département. Et c'est une population qui se concentre majoritairement dans les territoires qu'on dit urbains, c'est-à-dire la métropole du Grand Nancy, les agglomérations relais de Pont-à-Mousson, Lunéville et Toul, et les pôles urbains d'équilibre qui sont les bassins industriels que vous connaissez aux portes d'entrée de la métropole. À noter, et c'est non négligeable, qu'un habitant sur 5 vit aujourd'hui dans une commune rurale. Et c'est une part qui a tendance à augmenter, notamment sur la dernière décennie, dans une logique de vase communicant entre les centralités dites urbaines et ces espaces ruraux qui gagnent en attractivité. Concernant le profil de la population, rapidement, en fait, les couples avec enfants ont tendance à vraiment diminuer dans le territoire, tandis que toutes les autres catégories de ménages augmentent, notamment les personnes seules. Et la question de l'isolement, elle est vraiment aussi au cœur des préoccupations. Et donc, toutes ces modifications de la structure des ménages, elles s'expliquent par la mutation même des cellules familiales et également par le veuvage qui est associé au vieillissement de la population. Je vais y revenir. Donc, une rapide rétrospective de la dynamique démographique dans le territoire. En fait, au cours des 50 dernières années, le Sud 54 a gagné 60 000 habitants.
Néanmoins, cette croissance-là, elle n'est pas uniforme et donc on peut distinguer 3 grandes phases dans l'histoire qui nous conduisent à la situation actuelle. La première phase, c'est jusqu'à la fin des années 80, une phase d'augmentation assez soutenue de la population qui est liée en fait à un solde naturel assez élevé, donc d'importantes naissances liées à la fin du baby-boom. Entre les années 80 et les années 2000, on est plutôt sur une phase de croissance modérée qui en fait a été marquée par une augmentation des départs des ménages, donc un déficit migratoire qui s'est accentué, ainsi qu'une baisse de la natalité. Enfin, sur la dernière phase, la phase la plus récente, donc la dernière décennie, la dynamique, elle connaît une phase de stabilité qui s'observe à travers un plateau dans la courbe d'évolution démographique. Et on compte en fait entre 2006 et 2016 plus 3000 habitants dans le sud 54, ce qui est une augmentation assez sensible. On parle de stabilité en fait sur cette phase-là. Mais relativisons, parce que si on compare cette dynamique à la dynamique Grand Est et à la dynamique nationale, en fait, on se rend compte que les trajectoires sont plutôt similaires. Donc, depuis les années 80, il existe un grand décalage entre la dynamique nationale et la dynamique régionale. Toutefois, à l'échelle nationale, on se rend bien compte que depuis les années 2000, l'accroissement se réduit également. Donc, cette érosion-là, elle est aussi marquée à plus grande échelle. Merci. Mickaël, peux-tu nous expliquer du coup quels sont les facteurs qui expliquent cette croissance modérée de la population sur notre territoire? Alors, assez rapidement, en fait, ce qui se passe sur la dernière période 2011-2016 et 2006-2011 d'ailleurs aussi, c'est que le sol migratoire, en fait, il est structurellement déficitaire. Historiquement, il y a toujours eu plus de ménages qui ont quitté le territoire que de ménages qui se sont installés. Et en fait, depuis les années 2000, il se stabilise, ce sol migratoire, mais progressivement, il n'est plus compensé par le sol naturel. Donc, le sol naturel, c'est la différence entre les naissances et les décès. Et en fait, si depuis 50 ans, en fait, le nombre de décès dans le Sud 54 est assez stable, c'est vraiment la natalité qui a tendance à baisser. Et aujourd'hui, on en est à un point où il y a un équilibre entre le sol migratoire, le sol naturel, qui se traduit sur la dernière période 2011-2016 par d'ailleurs un solde négatif. Donc, le territoire a légèrement perdu des habitants sur cette dernière période. D'accord. Donc là, tu évoques la question des ménages. Peux-tu nous dire quelles sont aujourd'hui les tendances à l'œuvre de la structure de ces ménages? Quel est leur profil? Alors, c'est des choses que l'on connaît déjà, mais qu'il est bon de rappeler aussi. C'est en fait le territoire, déjà pour commencer, il est concerné par un vieillissement de sa population. Comme la plupart des territoires du Grand Est et nationaux, en fait, cette dynamique-là, elle est vraiment marquée. Donc, il y a 2 phénomènes concomitants qui sont d'une part l'augmentation du nombre des seniors dans la population, ce qu'on appelle la gérontocroissance, et également une augmentation de leur part, donc de leur représentation dans la structure de la population, ce qu'on appelle le vieillissement. Et en fait, le graphique que vous pouvez observer là, il illustre ce phénomène-là. C'est qu'en fait, toutes les classes d'âge inférieures à 60 ans, elles ont tendance à voir leur effectif se réduire, tandis que toutes les classes d'âge supérieures à 60 ans augmentent. Et aujourd'hui, en fait, ce sont véritablement ces générations du baby-boom qui alimentent, qui contribuent le plus au vieillissement de la population. Et ça se ressent dans les effectifs. Les seniors, ils sont plus 13% sur la période 2011-2016 et les plus de 75 ans, plus 5%, tandis que toutes les autres classes d'âge perdent en effectif. Néanmoins, il est bon de rappeler aussi que le territoire du Sud 54, il est aujourd'hui caractérisé par un véritable équilibre entre jeunes et seniors, en fait, ce qui s'explique notamment du fait de la place de la métropole dans le territoire et de la population étudiante qu'elle accueille. Donc, en fait, si à l'échelle du Sud 54, il y a un véritable équilibre, en revanche, il y a d'importantes disparités entre les territoires,
qu'ils soient ruraux, périurbains ou les centralités urbaines. Donc là, une métropole plutôt jeune d'une part, tandis que les espaces périurbains et ruraux, notamment du sillon mosellan, sont à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on compte globalement un moins de 20 ans pour un plus de 60 ans aujourd'hui. La tendance au vieillissement étant vraiment plus marquée en fait, dans les territoires les plus ruraux, notamment les territoires dans les marges rurales, en fait, à l'est, au sud du territoire, où le sol naturel et le sol migratoire est souvent négatif, en fait. La population jeune et active ayant tendance à se rapprocher plutôt des espaces urbains et de toute l'offre de services et de l'emploi qui est adossée à cela. Néanmoins, ce vieillissement-là, il concerne globalement tout le territoire, mais à des degrés différents, ce qui appelle aussi à des réponses différentes en fonction des typologies de territoire. Une autre tendance à l'œuvre, c'est en fait le nombre de ménages qui augmente plus rapidement que la population. Donc, on l'a vu, la population, elle connaît une phase de stabilité. En revanche, le nombre de ménages est de plus en plus important et ces ménages sont de plus en plus petits. Donc, c'est ce qu'on appelle le desserrement des ménages et c'est une tendance qui est à l'œuvre dans tout le territoire et dans le Grand Est, en fait. Donc, de plus en plus de ménages et de plus en plus petits. En 1970, un ménage était composé en moyenne de 2,9 personnes, donc proche de 3. Aujourd'hui, la taille moyenne des ménages dans le Sud 54, c'est 2,1 personnes. Et donc, c'est une tendance qui devrait se poursuivre, d'ailleurs, cette réduction de la taille des ménages, même si on arrive à une situation d'équilibre sur cette diminution-là, en fait. Elle est moins intense qu'il y a 30 ans. Évidemment, à l'échelle intercommunale, il y a de fortes différences entre les territoires. Les territoires à dominante rurale ont plutôt des profils familiaux marqués, donc la taille des ménages y est plus importante, tandis que les centralités urbaines, elles, accueillent des ménages plus petits, notamment des étudiants ou des jeunes actifs qui vivent seuls. Et donc, selon l'INSEE, cette dynamique, elle devrait se poursuivre à l'horizon 2035 et on pourrait compter dans le Sud 54 20 000 ménages supplémentaires voilà, d'ici 15 ans. Et enfin, concernant les ménages et ces mutations des cellules familiales, en fait, grosso modo, les trajectoires de vie sont aujourd'hui beaucoup plus complexes qu'il y a 40 ans et ça a un véritable impact sur les parcours résidentiels des ménages. Donc, ce sont des parcours qui sont beaucoup moins linéaires et qui nécessitent des besoins et réponses en logement nouveau et qui peuvent être complexes pour certains territoires. Donc, l'objet même d'un parcours résidentiel, c'est qu'un ménage puisse se loger au bon moment, au bon endroit, en fonction de ses capacités financières notamment. Et donc, les collectivités territoriales, elles jouent un rôle très important dans ces réponses-là, notamment à travers la définition de programmation stratégique dans les documents Habitat, qui permettent de mettre en perspective des réponses logement pour les territoires. Et donc, cet enjeu concerne en fait l'ensemble du Sud 54, qu'il s'agisse des territoires plus urbains ou ruraux, sachant que les réponses logement doivent être vraiment adaptées en fonction des caractéristiques de ces territoires. Très bien, merci. Je souhaiterais maintenant que l'on évoque les perspectives en matière d'évolution démographique. Pour rappel, le SCOT avait l'ambition d'accueillir 60 000 habitants supplémentaires d'ici 2038, donc à peu près 2400 nouveaux habitants par an, notamment grâce à la création de 25 000 emplois supplémentaires. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, 2038, c'est dans 18 ans. Peux-tu nous dire quelles sont les perspectives en matière d'évolution démographique pour la prochaine décennie et à plus long terme, c'est-à-dire 2038 ? Alors, via un outil de l'INSEE qui s'appelle l'outil ONFAL, l'INSEE propose en fait des projections démographiques à l'horizon 2050 sur la base du recensement de la population 2013. Et donc, plusieurs variables sont ajustées en fait pour ces projections démographiques. Le sol naturel, le sol migratoire, l'espérance de vie, la fécondité. Ce sont tous les facteurs qui rentrent en compte dans ces projections démographiques. Et donc, elles sont fondées, c'est ce que je disais, sur les chiffres 2013. Et on a déjà assisté, donc à travers les recensements suivants, à une dégradation des indicateurs qui n'étaient pas prévus forcément dans ces premières simulations de l'INSEE.
Donc, à l'horizon 2035, le Sud 54 pourrait gagner, donc selon l'hypothèse, le scénario central, 17 000 habitants, ce qui représente 800 habitants par an, et donc 2,5 fois la hausse qui a été constatée entre 2006 et 2016. Donc, c'est voilà, une dynamique assez ambitieuse finalement dans ce scénario central si on la compare aux indicateurs qu'on observe sur la dernière décennie. L'hypothèse basse, elle prévoit une diminution de 3 000 habitants à l'horizon 2050. Pardon, non. Oui. Et la réalité, elle pourrait se situer entre ces deux scénarios-là, en fait. Ces projections, elles donnent aussi des indications concernant le profil de la population et des ménages, et notamment la répartition par classe d'âge. Et ça fait lien avec ce que je viens d'évoquer concernant le vieillissement. Donc, la tendance au vieillissement, vraisemblablement, elle devrait s'accélérer dans les prochaines décennies. Et donc, les projections de l'INSEE disent que à l'horizon, voilà, selon le scénario central, à l'horizon 2035, les plus de 60 ans pourraient représenter 30% de la population, contre 24% aujourd'hui. Donc, il y aurait une part beaucoup plus importante de cette population âgée dans la structure globale de la population. Et évidemment, l'augmentation de ces effectifs, ça appelle aussi à des vraies réponses en matière de logement, quand on sait que le parc n'est pas forcément adapté à ce vieillissement-là. Il y a des territoires où les typologies de logement sont très grandes, qui appellent à des vrais ajustements pour accompagner ce public-là. Donc l'indice de jeunesse qui est aujourd'hui de 0,98, donc c'est le nombre de jeunes par rapport au nombre de seniors, pourrait passer d'ici 2050 à 0,75, ce qui signifie qu'on aurait 3 personnes de moins de 20 ans pour 4 personnes de plus de 60 ans. Et donc, c'est une illustration de ce vieillissement-là de la population aussi. Évidemment, cette dynamique-là, elle concernerait en premier lieu les territoires les plus ruraux, éloignés des centralités urbaines, où cette tendance-là est déjà marquée. Mais également les couronnes périurbaines dans les territoires les plus urbains, puisqu'ils correspondent aux premières générations de lotissements qui se sont construites il y a 30-40 ans. Et donc, ce vieillissement-là, il est déjà sensible aussi dans ces territoires-là. Très bien. Donc, pour aborder un dernier point sur cette première séquence, abordons la question de l'armature territoriale. Donc, en 2010, une armature territoriale a été définie. Le territoire était bien structuré, mais ce qui nous alertait était que les équilibres territoriaux étaient compromis par une insuffisante maîtrise de la périurbanisation et donc un affaiblissement des polarités au profit de cette périurbanisation. Donc, c'est la raison pour laquelle les élus ont souhaité, dans le SCOT actuellement en vigueur, renforcer les polarités définies dans l'armature territoriale et la stratégie de mise en œuvre avec pour objectif de limiter la périurbanisation. Donc, Mickaël, j'ai 3 questions à te poser sur ce sujet qui revêt vraiment une grande importance pour la suite des travaux des élus pour définir leur projet d'aménagement stratégique. La première, c'est qu'en est-il aujourd'hui du phénomène de périurbanisation ? La seconde, en matière de construction de logements, qu'est-ce qui a été observé ? Et pour finir, quelles conséquences sur la démographie de l'armature ? Alors, globalement, depuis 2010, l'armature du Sud 54, elle est plutôt stable, en fait. Néanmoins, il y a des trajectoires différenciées entre les différents territoires. Donc, la périurbanisation, elle est toujours à l'œuvre sur le territoire, et les polarités présentent toujours des signes de fragilité, en fait. Le bilan de l'évolution à l'échelle des intercommunalités, donc sur la période 2006-2016, il met en évidence la fragilisation à la fois des territoires à l'est du Sud 54, mais aussi de la métropole du Grand Nancy. Donc, c'est à nouveau un jeu de vases communicants puisque le départ des ménages du Grand Nancy profite aux intercommunalités limitrophes. Et c'est ce qu'on appelle en fait le desserrement de l'agglomération nancéenne. On a des ménages qui quittent les territoires les plus urbains pour aller vers une offre qui est plus adaptée à leurs attentes, visiblement, avec aussi
un désir de ruralité sur ces territoires-là. Et donc, cette dynamique positive, elle profite vraiment à toute la couronne de la métropole et au sillon mosellan. Évidemment, à une échelle plus fine, il y a aussi des dynamiques contrastées dans les intercommunalités. Les polarités urbaines se voient plutôt fragilisées, c'est toujours le cas entre 2006 et 2016. Ce, au profit des couronnes périurbaines. On l'observe sur la métropole du Grand Nancy, en fait, où toutes les communes de première couronne et la ville-centre voient une diminution démographique sur la dernière décennie qui profite à la deuxième couronne. Et dans les agglomérations relais, globalement, même phénomène, on a un affaiblissement des villes-centres au profit de la couronne périurbaine sur le plan démographique. Et évidemment, si on le met en parallèle avec la production de logements, il y a une forte corrélation aussi dans ces dynamiques-là. Ce sont, donc sur la carte de droite, les communes les plus foncées, ce sont celles qui ont vu leur stock de logements augmenter le plus intensément. Et à nouveau, ce sont les couronnes périurbaines des villes-centres qui voient leur stock de logements augmenter le plus. Et en corrélation avec une augmentation de la population. Donc, en définitive, si les polarités urbaines, elles ont en proportion, elles ont en volume accueilli une majeure partie de la production, en fait, la hausse du parc de logement, elle est beaucoup plus rapide en périphérie. Et donc, ça a des vraies incidences sur la morphologie de ces espaces périurbains aussi. Et donc, compte tenu du faible niveau de construction aussi, et au regard des équilibres existants, ce qui s'est passé sur la dernière décennie n'a pas fondamentalement changé le fonctionnement du territoire aujourd'hui. Très bien, je te remercie, Michael. Avant de passer à la présentation de la seconde séquence par Funmi Amino donc, sur l'habitat, au niveau du chat, nous n'avons pas eu de questions, de remarques. Les vice-présidents, Odile, Philippe, est-ce que vous souhaitez intervenir ou nous passons à la deuxième séquence? Odile, oui? Oui, juste une remarque. Évidemment, par rapport à ce diagnostic, il tient compte ce qui s'est passé et on n'a pas de recul aujourd'hui par rapport à une année comme 2020 et à la problématique pandémique. Il va falloir aussi qu'on en tienne tous compte. C'est-à-dire que les visions en fait, naturelles qu'on a observées depuis 50 ans, y compris avec tous les éléments que vous mettiez en exergue, on voit bien que pendant 6 mois, 8 mois, on a un certain nombre d'éléments qui viennent. Est-ce qu'ils vont s'installer en termes sociétal ou pas? En tout cas, c'est des questions qu'il va falloir tenir compte. La deuxième chose dont il va falloir tenir compte, c'est une problématique fiscale. On commence à voir dans les grandes métropoles l'interaction en fait de la perte de la taxe d'habitation. Il faut pas qu'on l'ait il faut qu'on l'ait en tête à un moment donné. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes se posent la question de l'utilité de devenir propriétaire, puisque en tant que propriétaire, on touche encore, on est obligé encore de payer une taxe, alors que lorsqu'on est locataire, on ne paye plus, ou à terme, on ne paiera plus en fait de taxes. Donc, il y a aussi des effets même s'ils vont être décalés. On rappelle que dans notre révision, on n'est pas là pour répondre à du court terme, mais bien à du moyen et du long terme. Merci Odile. Un autre vice-président souhaite-t-il intervenir ou nous passons à la seconde séquence? Si quelqu'un peut me faire signe. Je vois l'heure qui tourne, Alex. Oui. Donc, je vois l'heure qui tourne, je préfère qu'on passe tout de suite au CAE. Ça marche. Alors, juste la deuxième séquence de l'agence sur l'habitat et après, c'est le CAE. Alors,
C'est bon, le partage est bon. Merci Foumi. Donc, pour cette seconde séquence concernant l'habitat, donc sujet fondamental pour la révision du SCOT Sud 54, sur lequel vous devrez aussi faire des choix lors de la définition du projet d'aménagement stratégique, mais aussi lors de vos travaux sur le document d'objectifs et d'orientation, le DO. En effet, dans le cadre de cette révision du SCOT, vous devrez définir des objectifs chiffrés d'offres de nouveaux logements et préciser leur territorialisation au sein des EPCI. Et cet objectif devra être lié à la fois aux dynamiques démographiques et aux perspectives qui viennent de vous être présentées, mais aussi aux dynamiques économiques et aux projets d'équipement et de desserte en transport collectif. Donc, le SCOT devra également préciser les objectifs de la politique d'amélioration et de réhabilitation du parc de logements existants, publics ou privés. Donc, pour vous aider dans vos futurs travaux, le diagnostic habitat réalisé a mis en évidence un certain nombre de problématiques. Et pour ce webinaire, l'agence a souhaité aborder prioritairement, vous le verrez, la question de la vacance, du marché immobilier, de la production de logements aidés et des opérations visant à améliorer le parc existant. Donc, pour commencer cette seconde séquence, Foumi, peux-tu nous présenter quelles sont les grandes caractéristiques du parc? Vous m'entendez? On t'entend très bien, Foumi. Ok, bon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Foumi Aminou, directeur d'études de l'agence Calen. En préambule, je vais vous présenter les grands chiffres clés du logement. Comme on a vu tout à l'heure avec Michael, il y a une grande corrélation entre la population et le logement. Sur le territoire du Sud 54, on recense un peu moins de 289 000 logements. C'est 77% du parc de logements du département, même proportion que pour la population. Un petit point sur la répartition géographique. En ce qui concerne la répartition géographique, les 3/4 des logements sont concentrés en milieu urbain, comme la population qui a été présentée tout à l'heure. Donc, la métropole du Grand Nancy accueille la moitié des logements. Ensuite, les agglomérations relais, c'est-à-dire Toul, Lunéville et Pont-à-Mousson, accueillent 12%. Et enfin, les pôles urbains d'équilibre, c'est-à-dire Pompée, Neuve-Maison, Dombasle, Saint-Nicolas-de-Port, accueillent également 12% des logements. Il y a une autre information importante à signaler, et cette information concerne la typologie des logements. Parce que quand on compare la typologie des logements entre la métropole et les autres territoires, on s'aperçoit qu'il y a des différences importantes. Bon, sur la métropole, c'est les schémas qui se trouvent à droite de l'écran. Sur la métropole, il y a une majorité d'appartements. Je n'apprends rien à personne, mais c'est important de le signaler. Alors que sur les autres territoires, ce sont les maisons qui sont majoritaires avec 73%. Qui dit appartement dit logement locatif. Les 2/3 des logements locatifs du territoire sont situés sur la métropole. Par contre, à l'extérieur de la métropole, les propriétaires sont majoritaires avec 70% on a 70% de propriétaires. Et quand on est propriétaire, on vit forcément dans des maisons et dans des grands logements. Et 75% des logements sont des T4 et plus. Ce que je vais souligner, c'est que la différence dans la structure du parc a des incidences sur les caractéristiques des ménages accueillis. La métropole, avec les logements locatifs, composés de petits logements T1, T2, T3, a tendance à accueillir des personnes seules. Ça a été souligné par Michael dans la démographie tout à l'heure. Alors que les familles avec enfants vont à l'extérieur où il y a des maisons de grande taille. Donc, c'est une caractéristique assez importante à souligner qui va spécialiser les territoires. Les logements locatifs accueillent des petits ménages, les parcs de propriétaires accueillent des familles. Donc, c'est pour ça que les populations augmentent dans les villages, qu'on a vu tout à l'heure. Autre point. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, Foumi. Il n'y a pas de problème. Donc, là, je vais vous parler de la vacance. Effectivement, comme ça a été évoqué dans l'intro d'Alexandra, le phénomène de la vacance augmente partout.
pour donner quelques chiffres, en 2016, l'INSEE a recensé 26 500 logements vacants sur le territoire. Ça fait une progression de 8 700 logements vacants en 10 ans. Bon, il faut toujours relativiser parce qu'avec ce chiffre, le territoire affiche un taux de vacances de 9,2%. C'est un taux qui est similaire à celui de la région Grand Est, qui est de 9,3%. Si on regarde la vacance à l'échelle des intercommunalités, donc c'est ce que nous montre la carte de gauche, la métropole concentre la moitié des logements vacants, c'est le grand rond qu'on voit au milieu, ce qui est normal compte tenu de son poids. Par contre, les OPCI les plus touchés sont les territoires de Lunéville à Baccarat, ici, et la communauté de communes de Vesus en Piémont, avec 13% de logements vacants. Ce sont les couleurs les plus foncées, en fait, sur cette carte. Et quand on regarde la vacance à l'échelle des communes, c'est la carte de droite, on constate une concentration de la vacance dans les villes centres des agglomérations. Donc, ça va être à Toul, à Nancy, à Pont-à-Mousson et à Lunéville. Ce sont les grands ronds qu'on trouve sur ces cartes. Ces 4 villes ont des taux de vacances qui varient entre 10 et 16%. Ensuite, en dehors de ces villes-centres, les plus fortes concentrations se trouvent dans les bourgs-centres avec des taux qui varient de 13 à 22%. Dans cette catégorie, on a Baccarat, Badonvillers, Bayon, Blamont, Ciré-sur-Vesus et Vézelise. Mais on s'interroge toujours quelles sont les causes de la vacance. Les causes de la vacance sont assez complexes et peuvent être différentes d'un territoire à l'autre. Sur la métropole, les 3/4 des logements vacants correspondent à ce qu'on appelle la vacance de marché, c'est-à-dire le temps nécessaire pour un propriétaire de vendre son logement ou de relouer le logement. Hors métropole, c'est un autre phénomène qu'on constate, c'est ce qu'on appelle la vacance structurelle. C'est la vacance de longue durée. C'est donc en volume, ce type de vacance est plus important. C'est souvent des logements qui sont vétustes ou inadaptés aux besoins. Mais il y a quand même un phénomène qu'il faut souligner, c'est je dirais la surproduction de logements neufs sur certains territoires qui génère également de la vacance. C'est ce que je montre dans ce schéma. Quand on construit 100 nouveaux logements, 50 permettent d'absorber le desserrement des ménages. C'est ce que Michael a expliqué tout à l'heure. 11 permettent de loger de nouveaux habitants et 36 génèrent de la vacance. C'est ce phénomène qui déclasse les logements anciens dans les centres-bourgs. Vas-y. Funmi, je te propose d'aborder à présent la question du marché immobilier. Oui. Peux-tu nous expliquer si le marché de l'immobilier est en adéquation avec les revenus des ménages souhaitant accéder à la propriété? Ok, c'est un sujet assez intéressant. Bon, juste une petite intro. Le Sud 54 est un territoire où il y a une diversité de produits et de gammes de prix. Donc, nos études ont montré qu'un ménage qui souhaite accéder à la propriété doit pouvoir trouver un bien qui correspond à ses ressources. Toutefois, ce ne sera pas nécessairement dans sa commune d'origine. En réalité, il y a plusieurs marchés sur le territoire. Tout d'abord, je vais commencer par le marché des appartements neufs. Donc, il y a un petit tableau à gauche qui donne des chiffres clés. Le marché des appartements neufs est un marché qui est concentré sur la métropole. En dehors de la métropole, les promoteurs n'y vont pas. Il n'y a pas de vente de logements neufs aujourd'hui. Donc, le prix moyen d'un appartement neuf est de 3 460 € le mètre carré pour une surface moyenne de 64 mètres carrés. Et ça, c'est un prix moyen. Et si vous achetez un studio, les prix peuvent monter à 4 800 € le mètre carré. Donc, ce marché de logement neuf est un marché réservé aux produits de défiscalisation immobilière. On connaît tous des celliers, des Pinel. Donc, c'est un marché qui est vraiment réservé à ces produits. Ce marché n'est pas en adéquation avec le revenu des classes moyennes.
dont le budget est souvent plafonné à 2 600 € le mètre carré. J'ai pris cette référence 2 600 € le mètre carré parce que c'est la référence des prix plafonds PSLA en zone B2 qui sont les plafonds pour l'accession sociale à la propriété. Et quand on compare ce prix de vente, le prix de vente du territoire 3 460 à 2 600 € que peuvent supporter la plupart de ces ménages, il y a un écart de 30%. Donc, on voit bien que ce produit n'est pas très adapté aux classes moyennes. Néanmoins, sur la métropole, il y a des systèmes d'accession aidés à la propriété qui permettent aux ménages de classe moyenne de pouvoir acheter des logements neufs. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Les prix de ces logements aidés sont plafonnés à 2 450 € le mètre carré sur la métropole. On a également identifié quelques opérations de logement aidé sur le bassin de Pompée qui présentent des prix inférieurs à 2 100 €. Bon, maintenant, quand on ne peut pas acheter un logement neuf, il reste encore 3 autres possibilités. Il y a d'abord le marché des appartements anciens. Le marché des appartements anciens est un marché relativement important puisque 2400 transactions se font chaque année, dont 80% sur la métropole. Donc, c'est un marché, on voit les chiffres sur ce tableau, dont le prix moyen est d'environ 1 700 € sur la métropole. Évidemment, la ville de Nancy est plus chère, on est plutôt à 1 900 € le mètre carré en moyenne sur la ville de Nancy. Et à l'extérieur de la métropole, c'est 1 000 € le mètre carré. Donc, c'est un marché qui est abordable et surtout, on a beaucoup de logements dans les copropriétés des années 70 et 80 qui peuvent faciliter l'accession à la propriété aux ménages. Deuxième possibilité, il y a les maisons anciennes. Les maisons anciennes, c'est un marché assez volumineux aussi. Il y a 3 000 transactions chaque année sur le Sud 54. Là encore, on peut le voir sur cette carte qui se trouve à droite, plus les couleurs sont foncées, plus c'est cher. Donc, on constate évidemment qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la métropole, les prix diminuent. Donc, en moyenne, il faut compter 220 000 € sur la métropole et 133 000 € hors métropole. Si on compare ces deux prix, ça fait un écart de 34% entre la métropole et les autres territoires. On voit bien sur cette carte que dès l'instant qu'on est en deuxième couronne de Nancy, il est tout à fait possible d'acheter une maison pour moins de 150 000 €. C'est ce qu'expliquait aussi Michael tout à l'heure, qui fait que les ménages vont de plus en plus loin dans les villages. Troisième possibilité, c'est d'acheter une parcelle pour faire construire sa maison. Sur la métropole, il faut compter 180 € le mètre carré. Et hors métropole, la parcelle coûte 2 à 3 fois moins cher selon sa localisation. Donc, au travers de ces différents exemples, on voit quand même qu'il y a toujours un écart de prix important entre la métropole et les autres territoires. Donc, les primo-accédants sont souvent amenés à quitter la métropole pour acheter une maison dans une autre intercommunalité, alors qu'ils continuent de travailler sur la métropole. C'est ce qu'on appelle, Michael appelait la vase communicant entre les deux territoires, le desserrement des ménages. Donc, on s'aperçoit que le marché de la maison individuelle est un marché qui contribue à relocaliser la population sur le territoire en fonction de son budget. Je présente ces deux cartes uniquement pour illustrer la poursuite de la périurbanisation qui est générée par le marché de la maison individuelle. Et sur la carte de gauche, on voit qu'en 1990, c'était le district de Nancy à l'époque, avait une aire d'attraction de 163 communes. Donc, il y avait 4 bassins d'emploi et chacun de ces bassins d'emploi organisait l'habitat autour. Donc, il y avait une forme de périurbanisation, mais légère. Mais avec la crise économique, il y a eu des bassins d'emploi, des zones d'emploi qui se sont effacées. Les zones d'emploi de Toul et de Lunéville et Nancy, le bassin de Nancy s'est agrandi et aujourd'hui, l'aire d'attraction de Nancy est passée de 163 communes à 353 communes en une trentaine d'années. On voit quand même
comment la périurbanisation explose. Merci Founmi. Alors, au regard du diagnostic que l'agence a réalisé cette année et de notre expérience liée à l'accompagnement de plusieurs territoires du Sud 54 à l'élaboration de leurs documents de planification, il nous a semblé également important de revenir sur les objectifs de production de logements aidés fixés par le SCOT actuellement en vigueur. En effet, le DOO, donc le document d'orientation et d'objectifs du SCOT, aujourd'hui préconise la réalisation de 5 à 30% de logements aidés dans la production totale, donc selon les niveaux de l'armature urbaine. Peux-tu nous dire à quel niveau se situe la production de logements aidés aujourd'hui par rapport à cet objectif ? OK, donc avant de répondre à ta question, je vais d'abord présenter le parc HLM en quelques chiffres. C'est ce que l'on voit sur la partie gauche de la slide. Le parc HLM, une fois encore, est concentré dans les territoires urbains. 92% de ces logements sont localisés dans 5 intercommunalités. Donc, on la voit sur la carte à gauche, là. Et les 2 tiers des logements aidés sont sur la métropole, donc c'est plus précisément sur 68%. Et 24% sont répartis sur 4 EPCI, donc le bassin de Pompée, le bassin de Pont-à-Mousson, le territoire de Lunéville à Baccarat et les terres touloises. Sur ces 4 intercos que je viens de citer, ce sont essentiellement les villes-centres qui accueillent l'essentiel du parc HLM. C'est pour ça qu'on dit que le logement aidé est concentré en milieu urbain. Et ce qu'il faut également souligner, ce sont les logements en QPV. Donc, QPV, c'est les quartiers politiques de la ville. Donc, 36% du parc HLM sont concentrés dans les QPV. Et sur le territoire, il y a 15 QPV, dont 9 sur la métropole. Donc, pour répondre à la question du niveau de production, sur les dernières années, sur les 6-10 dernières années, 87% des nouveaux logements ont été réalisés en milieu urbain sur les territoires que je viens de citer. Cependant, quelques bourgs-centres comme Blainville, Ciré-sur-Vosuz et Pagny-sur-Moselle ont également accueilli des logements. D'accord. Donc là, tu viens de nous expliquer que l'ensemble du territoire rencontrait des difficultés de production de logements aidés, que cette production, elle était principalement concentrée en milieu urbain, même si quelques bourgs-centres ont accueilli des logements locatifs sociaux neufs. Peux-tu nous dire quelles sont les principales raisons rencontrées par les territoires pour les difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif et sont-elles les mêmes pour tous les territoires ? Avant d'expliquer les difficultés, il faut déjà expliquer les politiques nationales des 15 dernières années qui ont orienté la production sur le milieu urbain. Tout d'abord, il faut citer le programme de rénovation urbaine. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 15 QPV sur le territoire. Cette politique de démolition-reconstruction a été très bénéfique puisque ça a permis de moderniser le parc HLM et renouveler les logements. La deuxième politique, c'est la mise en œuvre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et son article 55 qui impose la réalisation de 20% de logements HLM dans certaines communes qui ne respectaient pas des critères. Et il y a quelques années, il y avait 10 communes qui étaient concernées par la loi SRU, 5 sur la métropole et 5 sur le bassin de Pompée. Aujourd'hui, 8 de ces communes ont atteint l'objectif de 20%. Il ne reste que 2 communes sur le bassin de Pompée qui n'ont pas atteint cet objectif. Donc, la production de logements aidés sur les 15 dernières années a été réservée en priorité aux objectifs de ces politiques. C'est ce qui a contribué à concentrer la production de logements HLM sur le territoire urbain. Donc, en plus de ces politiques nationales, il faut également souligner ce qu'on appelle le zonage HLM 1, 2, 3. C'est ce qui est montré sur cette carte. Donc, ce zonage 1, 2, 3 limite la production au milieu rural. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Donc, le zonage 1, 2, 3, la zone 1 correspond à la région parisienne. Donc, on ne peut pas la faire figurer sur cette carte. Et sur le Sud 54, il y a 2 zones. Donc, il y a 38 communes en zone 2 et le reste du territoire en zone 3. Ce zonage
est très important pour les bailleurs sociaux. Pour réaliser leurs opérations, ils doivent tenir compte de ce zonage parce que ce zonage fixe les conditions de financement des logements. Ce zonage fixe les plafonds de revenus, les plafonds de loyer et aussi sert à calculer l'aide au logement. Donc, de manière globale, quand on met en scène tous ces paramètres, il est plus avantageux de construire en zone 2 qu'en zone 3. Voilà pourquoi l'ambition de mixité sociale du SCOT est difficile à atteindre. Et pour donner un dernier chiffre, sur les 5 dernières années, 13% de la production a concerné la zone 3. Merci Funmi. Alors, avant de poursuivre avec la question sur les enjeux de demain pour les bailleurs sociaux, nous avons une question d'un participant dans le chat. Peux-tu nous préciser, nous donner une définition de ce qu'est un logement aidé, s'il te plaît? Un logement aidé recouvre plusieurs catégories, mais ici, j'ai limité l'exposé au parc aidés qui figurent dans le répertoire des logements sociaux. Donc, c'est en même temps les logements appartenant aux bailleurs sociaux et à toutes les associations qui disposent de logements qui sont loués à des prix réglementés. Ensuite, on a dans les logements aidés, les logements qui sont conventionnés dans le cadre des OPH, par exemple, c'est des logements aidés. Mais là, on ne prend pas en compte les logements aidés pour l'accession à la propriété. Très bien, merci Funmi. Donc, nous poursuivons la présentation. Peux-tu nous dire quels sont les enjeux de demain pour les bailleurs sociaux dont tu parlais précédemment? Okay. Donc, les bailleurs sociaux ont encore un certain nombre de défis à relever parce qu'ils sont tenus d'élaborer périodiquement ce qu'on appelle les conventions d'utilité sociale, donc qui précisent leur politique sur les années à venir. Donc, c'est une convention qui est signée avec l'État et les collectivités. Les bailleurs sociaux sont là pour répondre aux besoins en logement. Donc, quand on regarde notre territoire, les besoins en logement se mesurent avec le niveau de tension. Le niveau de tension, c'est un ratio qu'on calcule entre le nombre de demandes et le nombre d'attributions. Donc, on s'aperçoit qu'on est dans un territoire où la tension est relativement faible. Donc, quand le niveau de tension calculé est inférieur à 2, c'est indiqué dans le code de la construction, c'est qu'il n'y a pas de tension. Donc, on est dans un territoire où on attribue, il y a une attribution pour 2 demandes. Et par contre, il y a quand même une petite tension pour les T1, T2 parce que ça représente aujourd'hui 50% de la demande. Ce qui est normal parce que historiquement, le parc HLM était composé de grands logements. Donc, les bailleurs sociaux doivent produire des petits logements pour pouvoir répondre, on avait vu, au desserrement des ménages, aux personnes seules, aux personnes vieillissantes. Un autre problème, c'est la précarité croissante des ménages. Les demandeurs de logement sont de plus en plus pauvres, donc il faut faire des logements avec les loyers adaptés. 60% des demandeurs ont des revenus inférieurs au plafond HLM. Les bailleurs doivent également poursuivre la modernisation de leur parc. Aujourd'hui, 20% des logements HLM sont encore énergivores. Ils ont comme ambition d'éradiquer ce parc en 5 ans. Donc, c'est quand même un enjeu important. Et dernier point à souligner, c'est la vente de logements. L'État demande aux bailleurs sociaux de vendre des logements pour pouvoir financer les nouvelles constructions. Ça pourrait avoir des impacts assez importants, notamment pour les communes qui aujourd'hui ont respecté le taux de logement SRE. Donc, ça pourrait baisser, ça pourrait les amener à nouveau à reconstituer de nouveaux logements sur ces territoires. Voilà. Merci bien. Pour bientôt donc conclure cette partie, une dernière question avant ta conclusion. Les collectivités mènent différentes politiques publiques depuis de nombreuses années pour l'amélioration du parc privé existant. Donc, on pense aux OPA, OPA-RU, OPA copropriété, le programme d'intérêt général, Action Cœur de Ville et les dispositifs Centre-Bourg. Le diagnostic que nous avons réalisé à l'agence a montré la nécessité de poursuivre l'amélioration du parc privé. Peux-tu nous préciser quels sont les principaux constats, s'il te plaît? Oui. Bon, je vais les résumer en 4 points. D'abord, la vétusté dans certains territoires qui génère un déclassement des logements. C'est un problème qui concerne en grande partie le parc construit avant 1946. Sur la carte à droite, là,
on représente le taux de vétusté. Donc, ce qu'on voit, les couleurs les plus foncées concernent les territoires de Saint-Ouen, Sanon, Vésus-en-Piémont. Ce sont les territoires qui accueillent, dont le parc vétus est supérieur à 4%. Donc, c'est vraiment un problème de communes rurales, de territoires ruraux. Donc, ça, c'est un des problèmes du parc privé et c'est assez important comme problématique. Le deuxième point est la mise aux normes énergétiques qui concerne le parc construit entre 1946 et 1975. C'est un problème qui touche à la fois les immeubles en copropriété et les lotissements pavillonnaires, parce que la plupart de ces lotissements ont été construits avant les normes énergétiques de 1975. Et quand on regarde la consommation énergétique de ce parc privé, on s'aperçoit que presque un logement sur deux et 46% des logements privés sont énergivores. C'est les données de l'ADEME, mais sur les étiquettes énergétiques. Donc, 46% des étiquettes énergétiques E, F, G. C'est le double du parc HLM, puisque dans le parc HLM, c'est uniquement 20% des logements qui présentent des étiquettes énergivores. Je change de page. Le troisième problème concerne tout particulièrement les lotissements pavillonnaires. Ça a été souligné tout à l'heure par Michael aussi. La génération des propriétaires qui ont construit leur maison dans les années 70 et 80 vieillissent aujourd'hui. En plus des problèmes énergétiques, souvent ces maisons sont inadaptées au vieillissement vu du point de vue de leur conception. Donc, c'est un problème de mise aux normes qui est également nécessaire. Le dernier problème est la précarité énergétique qui touche tous les territoires urbains comme ruraux. Mais sauf que ce n'est pas du tout la même intensité. En moyenne, les statistiques disent qu'il y a un ménage sur 4 qui est concerné par la précarité énergétique sur le Sud 54, avec des taux qui dépassent le tiers dans les territoires ruraux. Ce qu'on voit aussi, en fait, c'est les problématiques du parc privé vont être différentes selon l'époque de construction et selon le territoire. J'ai résumé dans cette diapositive les différentes problématiques qu'on trouve. Quand on est sur la métropole, on est plutôt sur le parc réalisé entre 46 et 90, donc essentiellement des copropriétés privées et avec un volume non négligeable de maisons individuelles. Donc, les couleurs bleues, c'est les appartements et orange, c'est les maisons. Et quand on est à l'extérieur de la métropole, les problématiques sont inversées. C'est-à-dire que les plus gros des contingents à traiter, c'est les pavillons, les maisons, et avec également quelques copropriétés. Mais s'ajoutent, hors métropole, les problématiques de vétusté qu'on a signalées tout à l'heure sur la carte qu'on a vue. Voilà. Merci Funmi. Alors pour conclure très rapidement, parce que nous avons un petit peu dépassé notre temps, s'il y avait 3 points à retenir, quels sont-ils? Les 3 points que j'ai retenus, le premier, c'est la réduction de la vacance, donc, qui pourra permettre à la fois de limiter l'étalement urbain et revitaliser les centres anciens. Le deuxième point, c'est l'accroissement de l'offre locative aidée. On avait vu les ménages sont de plus en plus précaires, donc il faut pouvoir poursuivre la production de logements aidés, logements HLM, et surtout aussi poursuivre la modernisation du parc HLM. Le dernier point, c'est tout naturellement l'accompagnement du parc privé pour maintenir son attractivité. Donc, tous les segments de ce parc sont concernés, les pavillons, les copropriétés et surtout le parc ancien. Voilà. Merci Funmi. Alors, différentes questions ont été posées pendant ta présentation via le chat, mais donc les collègues de la Multipôle et puis Mickaël ont pu y répondre directement. Donc, avant de passer à la présentation de Marc Verdier, donc directeur du CAUE, je me presse au vice-président. Souhaitez-vous intervenir ou est-ce que je laisse la parole à Marc ? Ah, Odile, ton micro. Non, c'est bon? Philippe non plus? Très bien. Eh bien, Marc, je te laisse faire le partage d'écran, prendre la main pour la présentation.
Peut-être un souci de micro. Peut-être un souci de micro, Marc. Je ne sais pas si ton micro est allumé. Ouais. Non. On n'entend pas Marc. Non, on ne t'entend pas, Marc. On voit le partage d'écran. Est-ce que vous m'entendez là? Voilà. Là, oui, là, très bien. Alors, oui. là, je suis désolé, mais je n'arrivais pas à récupérer l'image de Zoom. Bon, voilà, tout est bon, c'est bon. Oui, voilà, donc je vais reformuler peut-être au travers de quelques images et peut-être d'une approche spatiale, paysage, visuelle, ce qui a été dit, parce que je pense que tout ce qui a été donné comme élément d'information sur l'état de l'habitat, de l'offre, de la demande, etc., se traduit très concrètement dans les paysages. Alors, hop, voilà. Alors, d'abord, peut-être redire que je suis assez convaincu que la question de l'attractivité d'un territoire est quand même très, très liée à sa qualité paysagère de façon globale. J'ai repris ici deux images. Alors, une, celle de droite, je pense que vous la connaissez. C'est un ouvrage qui est sorti il y a une dizaine d'années maintenant, assez extraordinairement beau, je trouve, qui présentait toutes ces qualités de village. Alors, il y a un petit côté des racines et des ailes, hein, parce qu'on est évidemment sur des photos qui ont été sélectionnées et qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de photos de ronds-points, de périurbanisation et de lotissement. Et puis sur la gauche, c'est une image, alors les plus anciens s'en souviennent peut-être, je ne sais pas. Vous voyez la date de 94. Ça vous dit peut-être quelque chose. 94, c'est un an après 93. J'enfonce des portes ouvertes. 93, c'est la loi paysage. Cette loi paysage qui définissait que la qualité des paysages ordinaires, entre guillemets, était un élément tout à fait fondateur de la qualité, de l'attractivité de notre pays. Et il y avait un distributeur que vous voyez ici qui avait saisi cette opportunité finalement du débat sur les paysages pour faire une publicité pour dire que quelque part ce qu'il vendait c'était lié à la qualité des paysages, qualité de produit, qualité de paysage. Et vous voyez que c'était situé, il y avait évidemment d'autres publicités dans d'autres régions et en Lorraine on avait les paysages, c'est un paysage du Toulois qui donnait ces qualités-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que les paysages, c'est aussi un enjeu d'attractivité économique. C'est-à-dire, c'est de l'attractivité d'habitat, mais c'est aussi de l'enjeu d'attractivité économique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une entreprise s'installe dans tel ou tel territoire? Et je pense que la qualité globale d'un territoire en fait partie. Et évidemment, la question, c'est, les Suisses, d'ailleurs, le disent très bien, les Suisses disent, vous savez, en Suisse, on a deux valeurs, quoi, les banques et le paysage. Et on les gère de la même façon. C'est un capital. Il faut en tirer le maximum d'intérêt, mais sans toucher au capital. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'on en est loin pour l'instant. Alors, pas qu'ici, hein, globalement partout en France, mais je pense qu'on n'a pas bien compris ce que les Suisses mettent en place, c'est-à-dire qu'effectivement, alors ils ont l'argent des banques, on est d'accord, mais enfin quand même que la qualité des paysages et cette valorisation du capital, il faut la préserver. Alors, vous voyez par exemple la publicité pour un lotissement. Alors, en plus, c'est toujours assez récurrent, mais le nom du lotissement, c'est le nom de ce que l'on détruit. C'est assez classique. Et puis, vous voyez, moi, quand je vois ça sur une annonce immobilière, paysage sous compromis. Alors, je traduis évidemment, ce n'est pas ça ce qui est sous compromis, c'est la parcelle. Mais je pense que c'est un véritable sujet. Comment tirer le maximum d'intérêt, au sens ce qui nous intéresse là, hein, de valeur, d'un capital. Et on voit bien comment aujourd'hui. Alors, j'ai repris des photos, je ne sais pas si vous connaissez évidemment cet ouvrage très très beau qui avait fait l'objet d'une exposition il y a une dizaine d'années à la Bibliothèque de France à Paris de Raymond Depardon, qui avait fait le tour de France avec son petit Volkswagen Combi et qui avait fait tout un tas de photos. Si vous ne connaissez pas cet ouvrage, regardez-le, il y a quelques très belles pages sur la Lorraine et sur la Meurthe-et-Moselle en particulier. Et il a fait ces photos ordinaires, vous voyez, voilà comment nos paysages évoluent. Vous avez les deux photos du haut, c'est la réalité.
cette banalisation à l'œuvre. Évidemment, en dessous, j'ai repris 2 photos du Toulois ou du Saintois ou d'autres parties dans le département pour dire voilà de quoi on part, quoi. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir une vision nostalgique, mais comment on est capable de répondre avec les demandes contemporaines à cette question de l'habiter dans les communes, mais en valorisant ce capital qui est le territoire. Alors bien sûr, ça a été dit par Scalène à l'instant, on a une production depuis 40 ans hein, de maisons individuelles et vous voyez les publicités, j'ai récupéré ça dimanche, là, j'ai regardé un peu sur Internet, finalement les publicités pour les lotisseurs. Et vous voyez l'image de la famille parfaite et de la famille heureuse. Or, on vient de nous expliquer, évidemment, vieillissement de la population, décohabitation, etc., que ce modèle-là, ce n'est pas le bon. Alors, il faut quand même, me semble-t-il, avoir en tête que la maison individuelle, c'est aujourd'hui un produit, on parle de produit, moi j'irais même plus loin, c'est un produit industriel. Et un industriel, il a comme objectif eh bien, de faire de l'argent, c'est son business, c'est son boulot. Et donc, à un moment donné, il vend un produit avec tout l'effet marketing qu'il y a derrière. Je pense que cette idée que tous les Français veulent une maison, il faut la démonter, cette idée-là, et la remonter autrement. C'est-à-dire un espace extérieur, un rapport au paysage évidemment de grande qualité, un rapport aux autres peut-être, parce qu'habiter un lotissement, c'est aussi avoir des voisins, même si c'est des systèmes un peu compartimentés, mais peut-être le démonter, parce que le produit industriel, il est issu aussi d'une vision qui est alors, produite par une force marketing inimaginable. Ouvrez n'importe quel journal, ouvrez n'importe quelle revue, regardez, voilà. Et en plus, on vous raconte à longueur de journée que les gens veulent des maisons. Et puis quand on regarde les chiffres, on se rend compte, on vient de le voir, la vacance, la mauvaise adaptation, les problèmes d'énergie, enfin tout ce qu'on peut imaginer derrière. Donc ce rêve de la maison, je pense qu'il ne faut pas l'ignorer, mais il faut le démonter pour le remonter autrement. Et je pense que c'est un vrai sujet de projet, c'est un vrai sujet pour un Scott de réfléchir à cette valeur-là. Alors, j'ai remis à droite en bas, je ne sais pas si vous avez vu cette émission, elle est passée sur la chaîne parlementaire Public Sénat il y a une quinzaine de jours, elle était en replay jusque samedi dernier sur Public Sénat. Je pense d'ailleurs qu'on doit pouvoir trouver un moyen d'en récupérer les droits pour le passer à un moment donné. Regardez-le, ce film, il est absolument super. Et d'ailleurs, entre autres, il y a une famille d'un lotissement à Arouet qui est interviewée. Ça fait un peu froid dans le dos quand vous écoutez finalement ces témoignages d'habitants avec peut-être la logique d'un piège parfois. Alors, je caricature, hein, je vais très vite, hein, vous l'avez bien compris, mais quand même, bien sûr, les gilets jaunes, bien sûr, la dévitalisation des bourgs-centres qui est liée, c'est-à-dire quand on a de la vacance dans les bourgs-centres, c'est bien parce que, certes, on ne réinvestit pas, on ne transforme pas, on n'aménage pas, on ne modernise pas l'habitat, mais c'est aussi parce que, parallèlement à tout ça, on a surproduit à côté des bourgs-centres, à quelques centaines de mètres, hein, des lotissements qui font qu'on n'avait aucun intérêt à mettre de l'argent dans cet habitat existant, puisque de toute façon, on le mettait dans l'urbanisation, avec tout ce que ça veut dire derrière au niveau de l'argent public et de l'argent privé à l'extérieur. Et puis pour moi, évidemment, encore une fois, un vrai piège, c'est une des interprétations des Gilets jaunes, on a bien compris que c'était beaucoup plus complexe que ça, mais des gens qui se trouvent piégés, évidemment, par le besoin de mobilité, par le coût de la mobilité qui a augmenté, qui va continuer à augmenter, et puis, bien sûr, la difficulté de l'accès aux services, la difficulté d'accès à la culture, d'ailleurs, puisque la culture est quand même essentielle dans une société, on en entend assez parler aujourd'hui. Voilà. Et donc, je pense que toute cette mécanique-là, elle oblige et elle va dans le sens du constat chiffré qui nous a été donné tout à l'heure, et je pense d'orientation de Scott. Alors, bien sûr, et ça a été dit à l'instant, un article dans Le Monde, c'était l'an dernier, je crois, hein, là, 2 décembre 2019, voilà, c'est ça. Ça devenait lourd d'entretenir le jardin, comment le papy-boom va remodeler le marché immobilier. Et on voit bien comment les choses sont en train de se modifier. J'ai remis en bas à droite des éléments du diagnostic réalisé par Scalène pour le Scott Sud 54. Donc, on est bien dans l'ensemble de ces constats qui vont dans le même sens. Alors, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, parce que le rôle d'un CIE est quelque part d'un urbaniste, je suis architecte urbaniste, c'est quand même d'être dans le projet, c'est-à-dire se poser la question de savoir mais comment on fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les signaux faibles. Ça veut dire qu'on voit bien comment aujourd'hui,
il y a tout un tas de réflexions qui sont en train de bouger. On le voit bien comment l'attractivité du monde rural, et je fais partie des gens qui pensent que c'est une chance, si on sait la traduire évidemment de façon positive, encore une fois, pour la qualité de vie des habitants, pour la qualité du paysage et du bien commun de l'ensemble finalement de la collectivité. Et puis on le voit bien comment toute la législation est en train de se mettre en place pour nous obliger à penser autrement. Le zéro artificialisation nette, c'est quand même un vrai sujet. Et donc, si on croit, comme le dit Dominique Potier, que la Terre est un bien commun hors du commun, et je trouve que cette phrase est très belle, et qu'on y est très attentif, si évidemment on est assez convaincu que l'effondrement de la biodiversité, à notre niveau, on peut faire quelque chose. Les questions d'énergie, ça a été évoqué par Funmi juste à l'instant, l'accès aux services de commerce, etc. Et donc, comment on fait se rencontrer ça avec les journaux que vous avez sous les yeux, évidemment, la demande des gens, l'envie peut-être d'habiter un peu autrement. Voilà. Et on voit bien que ces signaux faibles, c'est aussi de l'habitat participatif, la question des tiers-lieux. On voit bien comment la montée en puissance des modes de travail de cette année 2020 modifie les choses. Peut-être, et je vois par exemple la communauté de communes de l'Univille à Baccarat, oui, qui a mis en place des voitures électriques partagées. On voit bien comment tous ces signaux faibles, je dis faible parce que pour moi c'est très fort, hein, c'est très puissant, et je pense qu'en fait il faut y être très attentif, mais je pense que c'est pour l'instant pas encore généralisé. Comment tout ça est en train petit à petit de modifier les modes de vie. Je suis assez convaincu que le modèle dominant, encore une fois un extrait du travail de Scalène pour le SCOT, le modèle dominant à transformer, je pense qu'il y a tout un tas d'éléments qui aujourd'hui nous démontrent que cette transformation elle est en place. Comment on la booste? Comment on fait un peu plus rapide? Alors, il y a une dizaine d'années, le CAE, j'étais pas là, c'était Jean-Marie Simon, que beaucoup d'entre vous connaissent évidemment, avait initié ce travail sur 3 communes en Meurthe-et-Moselle, je vais faire très très rapide, hein, pour vérifier ne serait-ce que les coûts, si on parle de choses un peu concrètes, un peu dures, hein, c'est-à-dire en euros, comment on calcule ça? Et ils avaient fait un calcul très simple sur cette même carte, on a les 2 alternatives. Comment on crée 30 ou 35 logements dans cette commune, soit dans un lotissement récent, soit dans 3 opportunités, un ancien garage, une ancienne école ou une emprise dite sur une grosse maison qui s'appelait le château. Et trois opérations, évidemment, qui s'inscrivent dans des sites au cœur du bourg, au cœur du village, déjà desservis par des réseaux, éclairés, dans une logique d'espace public existant, etc., ou un système qui était extérieur. Très intéressant. Ce qu'ils avaient fait à ce moment-là, les tableaux n'ont aucune valeur, c'est juste pour montrer que tout ça avait été très précisément chiffré. Ce qui était intéressant, c'était de démontrer comment le coût à la construction, finalement, n'était pas monstrueux pour la collectivité, puisque c'était l'aménageur et les primo-accédants qui payaient la construction. Par contre, ce qui était intéressant, c'était ça, c'est-à-dire sur le long terme, c'est-à-dire à 30 ans, quel était le coût pour la collectivité. Et vous voyez juste la conclusion. Dans le lotissement, c'est 1 500 € par an et par logement. En densification au cœur de village, c'est 167 € par an et par logement. Donc, c'est l'entretien des espaces publics, c'est la gestion des réseaux, de l'eau, etc. Et évidemment, ça change tout quand on gère une collectivité et qu'on se pose la question, évidemment, du long terme, qui est évidemment notre sujet, puisqu'on parle d'habitat. Alors, concrètement, pour moi, 3-4 clés. La première, c'est d'abord la réalité du développement qui existe évidemment dans les communes, qui ont des projets, et se dire quand il y a quand même besoin de faire des extensions urbaines, comment on les fait? Alors, le multipôle Sud 54 et puis le CAE 54 dans la poursuite d'un travail qui avait été fait, Philippe Pinault était évidemment dans la mécanique avec Pierre Baumann, mon président, de ce premier partenariat sur la question de la prise en compte du paysage dans les PLUI. Et puis, cette année, on a travaillé, enfin l'an dernier et cette année, on a travaillé, Camille Lamelière chez nous et puis Lucas Bertrand au SCOT, sur un outil Ma commune à la carte. C'est-à-dire comment travailler avec les élus et les décideurs, mais aussi les habitants, hein, c'est aussi un travail de participation qui a été imaginé, sur la fabrication d'une extension qui n'est pas le lotissement clé en main,
qui n'est pas le lotissement copié-collé qu'on trouve depuis le sud de la France jusqu'aux extrémités septentrionales de l'Hexagone, mais qui pose des vraies questions très locales. Comment je m'articule à l'existant, comment je me déplace, quelle qualité je donne au paysage et à l'environnement, et quelque part, voilà, tout ce qui est là et qui fait qu'on construira peut-être différemment. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas obligatoirement de dire qu'il faut une parcelle qui fasse 300 mètres carrés au lieu de 800, c'est peut-être de dire, est-ce que, et on le reverra tout à l'heure, est-ce que ce quartier il a la capacité d'évoluer, de se transformer à moyen ou à long terme? Je pense que les qualités inhérentes à un urbanisme de qualité, c'est un urbanisme qui est capable de s'adapter, de se transformer, de se densifier, de se réorganiser et quelque part de permettre des mutations de modes d'habiter, de population, de vieillissement dans des bonnes conditions. Or, aujourd'hui, les lotissements sont très mal adaptés à tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire en particulier le vieillissement. Donc, il y avait évidemment ce travail qui avait été fait dans la publication qui est là, alors qui va être diffusée. On a pris du retard avec le SCOT dans le cadre évidemment de l'année qu'on vient de subir, mais tout ça va faire l'objet évidemment de diffusion dans les intercommunalités, d'ateliers possibles. Je sais que Camille et Lucas ont déjà commencé à en faire dans certains secteurs. Voilà, où on se pose des questions de construire peut-être, mais autrement. Voilà. Et on ne va pas être dans ce produit industriel qui, pour moi, est non seulement banalisant, mais on le voit à moyen terme, et on est dans le moyen terme actuellement, pénalisant pour les habitants eux-mêmes. Voilà. Et donc, il y a évidemment, en plus, évidemment, ici, à Lagné, un travail sur, plus particulièrement, du logement senior, mais qui prend en compte ces questions de qualité d'habitat dans des situations contemporaines, discutables, on est toujours d'accord, mais qui posent aussi la question de la modernité de nos paysages. Et puis, peut-être se poser la question aussi, toujours dans ces lotissements, peut-être au lieu d'habiter autour de la rue avec le rond-point à l'extrémité qui fait que la voiture est reine dans ces quartiers, mais peut-être que le véritable enjeu, c'est habiter autour d'un verger, c'est habiter autour d'une prairie ou d'une mare, et que la biodiversité, une autre façon d'habiter se retrouve. Et comment on fait de l'urbanisme rural noble, de grande qualité, plutôt que de faire du copier-coller de périurbain dont on sait qu'il est aujourd'hui non seulement dépassé, mais qui fabrique des comportements et des modes de vie qui n'ont pas de lien avec l'identité rurale. Parallèlement à tout ça, évidemment, mais je ne vais peut-être pas m'appesantir là-dessus, parce que je crois qu'il y a beaucoup de politiques publiques aujourd'hui qui vont sans doute être coordonnées au travers de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, et du comité local que le préfet a mis en place il y a à peu près 3 semaines, un mois maintenant avec la DDT, avec l'opération Petite Ville pour demain. Je crois qu'il y a une quinzaine de bourgs et de petites villes qui ont été sélectionnées en Meurthe-et-Moselle, plus évidemment les politiques publiques soutenues par l'EPF Lorraine, le département, la région, etc. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une focalisation de ces moyens et de cette réflexion qui amène à se poser la question de savoir comment on peut revitaliser ces bourgs. Ma position, elle est très claire. Je suis un peu direct, vous pourrez réagir. Mais si on n'arrête pas de dévitaliser, on ne revitalisera pas. C'est-à-dire que si on continue à dire, on continue à faire des lotissements, on continue à faire des zones commerciales, on continue à délocaliser le petit supermarché local ou la pharmacie à l'extérieur du village, on ne s'en sortira pas, on ne revitalisera pas, quels que soient les moyens et l'argent qu'on mette. Voilà. Donc je pense que les choses sont très, très imbriquées et très, très liées. Alors, ma position aussi, contrairement peut-être à ce que je donne l'impression depuis maintenant, c'est pas de stigmatiser les lotissements. J'ai mis des photos évidemment un peu choc. Je pense que la question, elle est à droite, c'est comment on va réutiliser, recycler, y compris les lotissements. Parce que je pense que ces questions qu'on vient d'évoquer, du vieillissement, des passoires énergétiques, du gaspillage foncier, des voiries surdimensionnées, ben c'est un état des lieux d'un héritage qui est récent. Finalement, les lotissements sont des adolescents, ils ont 20 ans, 30, un peu vieillissants les adolescents, mais enfin 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et on peut se dire qu'il y a un véritable sujet qui me semble être le sujet qu'il faut explorer maintenant, et le SAU en tout cas va commencer à travailler sur ces questions-là, c'est le renouvellement des lotissements. C'est-à-dire qu'on parle de la revitalisation des bourgs-centres, on parle évidemment des ANRU dans les quartiers d'habitat sensible, mais je pense que pour moi, le vrai sujet qui va nous exploser à la figure et qui nous est en train de nous exploser, c'est ce qui a été dit par Scalène au départ, c'est les logements monotypes maisons familiales, alors que les familles se sont complètement réorganisées,
est réduite en nombre de personnes, c'est les passoires énergétiques, c'est la place de la voiture qui va évoluer. Évidemment, elle continuera à être indispensable. Mais je pense que le périurbain, il faut aussi, et ces lotissements aussi, il faut aussi les voir avec un peu de tendresse, un peu d'avenir, un peu de potentiel, mais simplement aussi parce qu'ils sont là. C'est-à-dire que les collectivités ont investi, il y a des réseaux, il y a des voiries, il y a des gens qui, même s'ils vieillissent, ils n'ont pas obligatoirement envie de partir de l'endroit où ils ont vécu. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de transformation sur les terrains déjà bâtis. Ce que vous voyez en dessous, d'abord, ça permettra de répondre à la question du zéro artificialisation nette, des enjeux de biodiversité, de la préservation des terres naturelles, mais peut-être aussi, ça permettra de construire de façon plus abordable, parce que les réseaux sont déjà là, les voiries sont déjà là, on l'a vu tout à l'heure dans l'étude CAE, et puis de maintenir les personnes âgées dans les quartiers où elles ont leur club de Scrabble, où elles ont les copines et leurs habitudes. Voilà. Et je pense que c'est absolument indispensable. Et évidemment, aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de bouger. Voilà. Je pense que c'est un véritable chantier. Et je vais… Alors, en bas à gauche, c'est une image de Clairlieu où il y a un travail important qui s'est monté avec les habitants, avec un collectif d'habitants, avec une association sur la transformation, et intéressant aussi, au départ pour des questions énergétiques, mais en fait d'adaptation de ces pavillons des années 60-70 au vieillissement. Et donc, l'enjeu derrière ça, et je fais ce jeu de transformation qui est en fait un travail d'étudiant, mais c'est aussi montrer que l'intérêt de ça, c'est peut-être aussi de considérer que, et on le sait bien pour les habitants, le vrai sujet sur leur pavillon, ça va être comment je paye l'isolation et les transformations dont j'ai besoin, y compris pour l'habitat, mon habitat en vieillissant. C'est-à-dire que je ne peux plus monter à l'étage, etc. Et bien, l'idée, c'est de dire, si je vends une partie de ma parcelle, peut-être que quelque part, cet argent-là me permettra de faire les travaux qui me permettent de rester sur place et en même temps d'avoir un logement ou de proposer un logement, un 3 pièces, un 2 pièces, avec un jardin, un espace extérieur et une vie locale. Et je suis assez convaincu qu'il y a des potentiels avec les conditions du foncier, les conditions financières, etc. Le problème, c'est comment on met ça en place. Alors, je suis dans, évidemment, le chantier qui s'ouvre pour moi dans les 10 ans qui viennent, mais je suis convaincu que c'est un véritable chantier sur lequel on pourrait essayer de réfléchir avec le SCOT, avec les territoires par rapport à ces sujets-là. Je suis convaincu que c'est le sujet de demain. Alors, je vais juste passer assez rapidement là-dessus, mais je pense qu'il y a un outil, l'outil SCOT derrière ça, PLUI, est un outil assez fabuleux. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Moi, j'essaye de me convaincre et de convaincre que cet outil n'est pas simplement, et en face de moi, évidemment, j'ai des convaincus, et parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là, qu'il ne s'agit pas simplement de répartir de l'espace à construire. Et en particulier, il y a un outil qui est l'OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation, qui sert à beaucoup de choses et qui peut servir entre autres sur les questions de lotissement renouvelé que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi de lien entre le lotissement et le village ancien ou le bourg, comment on réarticule les choses. C'est-à-dire que l'OAP, c'est finalement le passage de la planification à la phase opérationnelle et au projet. Et je pense que le véritable enjeu, c'est utiliser les OAP dans tout ce que la législation nous permet de le faire, avoir des véritables réflexions de projet. Ça, c'est une OAP, vous voyez, dans une commune, et on voit bien que le projet, c'est d'abord un projet de lien, de réorganisation, de restructuration et de lien entre le bourg-centre, qui est en partie haute de ce schéma, et puis les lotissements et les extensions qui se sont faites, d'ailleurs, vous voyez, de l'autre côté d'une autoroute. J'avoue que je ne sais plus dans quelle commune, c'est pas en Meurthe-et-Moselle, hein, j'avais récupéré ça ailleurs, mais c'est pour montrer que ces OAP sont des véritables outils, me semble-t-il, qui peuvent être valorisés. Et puis pour conclure, je pense que l'ouvrage est arrivé maintenant ou est en train d'arriver dans toutes les communes du département. Nous, CAE, on pense que, évidemment, la transition sociétale, c'est-à-dire pas que écologique, et je viens de l'évoquer ici en matière d'habitat, et on voit bien comment on est à un moment de basculement et que vous êtes en train de réfléchir au SCOT sur ce basculement. Nous, on avait envie de faire passer pas mal de messages sur toutes ces questions-là aux équipes municipales qui viennent d'arriver. Ça ne veut pas dire toutes des nouvelles équipes, des équipes renouvelées, adaptées, transformées ou nouvelles. Et on se disait que 2020, c'était une bonne année par rapport à la décennie 2020-2030 qui est
cette réinitialisation. Alors 2054, on joue un peu sur les mots par rapport au numéro du département. Et donc, on a réalisé un ouvrage qui s'appelle « Voyage en transition », où on essaye d'illustrer de la façon la plus positive possible tout ce qui pourrait transformer nos territoires, avec sans doute une population qui ne va pas augmenter, c'est-à-dire que peut-être positionnons-nous aussi dans comment on aboutit à une qualité de vie, un cadre de vie positif et désirable, mais peut-être simplement en revisitant ce qui existe, et c'est ce qu'on essaye de se faire dans cet ouvrage, alors sous forme voilà, un peu naïve au sens, et on assume complètement la naïveté de montrer les choses, sauf que une grande partie des dessins, et j'ai pris exprès par exemple celui qui est en bas à droite, le dessin que vous voyez en bas à droite, c'est un logement intergénérationnel fait à Veynes-sur-Moselle, tout le monde connaît évidemment Evelyne Matisse, fait avec de la très très bonne architecture, sur un bâtiment en cœur de bourg, à côté de la mairie. Et bien sûr, ce que vous trouverez dans cet ouvrage, c'est tout un tas, que ce soit rayons, que ce soit des choses ici comme Thiocourt sur la partie en bas à gauche de ces dessins. Voilà, il y a 120 pages. Mais l'idée, c'est que ce bouquin n'est pas l'idée d'un espèce de fantasme de ce que le territoire pourrait devenir. C'est des curseurs de choses qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui dans le département, les bonnes alternatives, les bonnes idées, des élus qui bougent, des acteurs économiques qui bougent et qui font que si on pousse les curseurs au bout, en 2054, on peut avoir un territoire de très très grande qualité, peut-être qui va au-delà des difficultés qui nous ont été présentées à l'instant et qui essayent de les transformer. Voilà, donc je termine sur cette image. Alors pour le coup, qui est un peu plus gonflé, puisque c'est une zone d'activité à Frouard. Et là, on est allé un petit peu plus loin sur la transformation des zones d'activité à 2054. Mais là aussi, on a le droit d'imaginer que les modes de consommation et les visions de modes de vie pourront changer pour que ces zones d'activité, ces zones commerciales soient également des potentiels et des gisements de valeur et de bonheur. Voilà. Merci Marc pour cette présentation. Donc au regard de l'heure, je propose à Philippe et Odile de prendre la main pour conclure ce webinaire. Alors attends, parce qu'il faut que j'enlève mon Il n'y a pas de souci. Partage d'écran. Voilà. Voilà, Thibaut va faire le partage d'écran pour les conclusions de Philippe et Odile. Merci Alexandra. Les bravos à Marc Verdier dans la conversation qu'on retrouve tout au long. Et j'espère que ces bravos, on va bien les avoir en tête, puisque c'est tout l'enjeu aussi qu'on va devoir imaginer pour pouvoir faire notre SCOT avec les objectifs que vous portez, Monsieur Verdier, qui sont partagés par un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans ce webinaire. Et c'est rigolo puisque je m'étais mis dans mes notes le parallèle en fait de la problématique des lotissements avec en tout cas dans son renouvellement avec celui des zones d'activité commerciale, puisque pour moi c'est l'un va avec l'autre, puisque ça correspond bien à un marqueur sociétal d'une forme de génération, en particulier liée effectivement à une vision très commerciale, en réalité, que ça soit le lotissement identique ou que ça soit le fait de pouvoir aller dans des magasins uniquement sans marcher, ou en donnant le sentiment en fait qu'on ne marche plus. Donc, le parallèle choisi dans le livre que vous nous avez envoyé, effectivement, je trouvais bienvenu. Et ça voudra dire aussi à nous tous qu'il va falloir qu'on imagine bien derrière que, y compris par rapport aux orientations d'aménagement et de programmation, les fameuses OAP dont on parle, il va falloir convaincre et nos partenaires d'État en particulier, puisqu'on a beau les écrire, on a beau se rendre compte qu'aujourd'hui elles sont indispensables, les faits de les mettre en œuvre, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand on arrive à l'opérationnel. Et donc, on a aussi un enjeu par rapport à ce côté opérationnel. En tout cas, pour finir le webinaire, comme à chaque fois, voilà un petit peu la
la conclusion que nous voulions faire avec Philippe, c'est-à-dire vraiment, faut qu'on ait en tête le fait que derrière, on n'oublie pas en fait les schémas presque naïfs qui ont été posés, mais ça va nous demander de convaincre sur les changements en fait d'attente, puisque on a été convaincu pendant longtemps que la vision des années 70, 80, 90 était la bonne vision. Donc, il va falloir qu'on l'ait en tête. Vous rappelez que demain, il y a un autre webinaire sur les mobilités et que les mobilités, c'est un enjeu capital par rapport aux besoins si on continue en fait à réagir, ou en tout cas, il faut impérativement que par rapport aux mobilités, on tienne compte peut-être des erreurs et accepter qu'on a engagé un aménagement du territoire qui n'était pas forcément vertueux et sur lequel on a décidé de s'engager ensemble. Vous rappelez une fois de plus, on a mis un certain nombre d'outils à votre disposition, donc n'hésitez pas à partager. Venez découvrir comment sur la page du site internet de la Multipôle, donc l'ensemble des documents qui sont à votre disposition, qui sont à disposition de votre entourage pour bien comprendre en fait et analyser ce diagnostic pour qu'on puisse continuer en fait dans la suite. Et puis naturellement, vous souhaitez un bon appétit et puis continuer les réflexions qui se passent et à demain pour la plupart d'entre nous. Bon appétit. Merci. Merci Odile. Philippe, tu voulais… Non, c'est bon. Il est parti. Ah, je croyais que c'est moi qui ai commis une erreur. Merci, belle journée à vous. Et puis, donc, rendez-vous demain pour le webinaire Scott Mobilité. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Du coup,